Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous à l'écoute de Sud Radio, le week-end également. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On va être un peu plus léger que l'actualité aujourd'hui. Ça va faire un peu du bien. Voilà. Vous avez vu qu'on a les mêmes couleurs, mis à part ma petite écharpe très bleu clair, on est tous les deux en bleu marine. Exactement. Voilà. Pourquoi on est en bleu marine? Parce qu'on est marine de vous. Exactement. On est bleu marine. Vous connaissez cette expression, être bleu marine de quelqu'un? Ça veut dire être totalement love. Ah oui. Sur le programme, parce que la semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour en fait sur Sud Radio, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Voilà. Sur les réseaux numériques, on a une progression. Alors des gens qui ont une progression de 101%. Je connais un paquet de médias qui aimeraient bien avoir des progressions de 101%. Donc 3,4 millions d'écoutes uniquement au mois de février sur l'univers digital global, c'est-à-dire les réseaux sociaux, YouTube, les applis, etc. Oui, exactement. Tout ça. Donc merci. Merci, mais patron. Non, pardon, c'était pas la même chose. Allez, on passe au sommaire de cette émission avec une actualité cette semaine qui a été très chargée. On a parlé des morts sur la route, on a parlé des ZFE, on va en parler dans On parle auto. Oui, on va parler des ZFE parce que le feuilleton des ZFE continue, puisque le gouvernement a annoncé que finalement, peut-être pas, à part Paris et Lyon, les autres pourraient peut-être surseoir aux restrictions de circulation. Et puis certaines villes ont dit pas nous, donc on fera le point tout à l'heure pour savoir après ces plusieurs journées de tergiversation ce qu'il en est. On parlera aussi sécurité routière, puisque depuis 10 ans la mortalité ne baisse pas sur les routes alors que la répression sur la vitesse augmente. Il est temps de se poser la question, est-ce que cette répression qui représente 80% de la répression routière, la répression de la vitesse, est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est vraiment efficace pour faire baisser la mortalité? Il y avait cette semaine plusieurs tables rondes organisées à l'Assemblée nationale, j'étais présent. Donc on va évoquer tout ça. On va aussi parler de l'essai de la semaine. Ça sera une BMW électrique, la iX2, un joli petit nom. Je vous donne le nom entier, la iX2 xDrive 30. Et puis on va revenir également sur un point d'actualité assez important et que vous ne connaissez pas. Je pense que ça va être une info Sud Radio, on va pouvoir l'annoncer comme ça. Certains dépanneurs indélicats profitent de Waze pour repérer les voitures qui sont en panne et arrivent avant le dépanneur entre guillemets officiel, c'est-à-dire celui envoyé par votre assurance ou par la gendarmerie. Et ils prennent votre voiture, mais quand vous recevez la facture, on est parfois 10 fois au-dessus du prix normal pratiqué. Non, mais c'est une arnaque qui est en train de se mettre en place. C'est une arnaque de grande ampleur. Et puis enfin, ça sera plus léger. On ira au Motor Passion à Avignon, salon dédié à la voiture ancienne, évidemment, voiture de collection. Et là, on parlera en particulier des Lancia de rallye. Oh, dites donc. Et vous savez quoi? On va parler course de Pâques, puisque la semaine dernière, on vous a offert des places. Vous avez été 3 à gagner pour On parle auto toute la semaine, évidemment, sur Sud Radio, mais particulièrement là. On va dire à tous ceux qui ont gagné la semaine dernière, vous inquiétez pas, vous allez avoir les bonnes informations. Vous pouvez organiser votre voyage. Je sais que Philippe nous écoute. On a mis ça dans de bonnes mains. On va refaire gagner aujourd'hui des entrées également pour les courses de parc. Des entrées pour les 3 jours, un peu côté VIP. Vous allez vous régaler. Allez, tout de suite, moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire bonjour, vous qui êtes avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez qu'il y a une espèce de... C'est une contre-émission, en fait. C'est un peu comme les contre-soirées. Mais voilà, vous êtes nombreux. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est Jean-Marie, puisque vous savez que cette émission vous est dédiée. Au 0826 300 300, on accueille notre premier auditeur pour débuter l'émission. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et tout de suite, on vous accueille. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Laurence et Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Jean-Marie, alors qu'est-ce qui arrive à Jean-Marie? Il est content. Ah, il est content. Et si je vous dis il est content de quoi, vous allez me dire ah bon? Il est content de son litre de PureTech. Non, il est plutôt content de la réaction de Peugeot. Et c'est vrai. Alors, on va vous laisser expliquer, Jean-Marie, dans le détail, ce qui s'est passé. Et puis après, moi, en pied, j'ai d'autres choses à vous raconter. Allez, racontez-nous.
Voilà, donc en quelques mots, donc ma Peugeot 2008, je l'ai achetée en avril 2019. Elle avait déjà 2 ans, donc c'est une seconde main. Et donc j'ai roulé avec pas mal, et puis ça marchait bien. Et puis donc j'ai eu en mars 2022, donc il y a pas longtemps, en fait il y a 2 ans, j'ai eu le problème de la courroie que ce moteur affecte. Donc le concessionnaire Peugeot à Aubevoie, près de chez moi, Gervilliers, a pris en charge toute la réparation. Donc ça s'est hyper bien passé. Ils ont pris en charge la réparation, et sur la facture, j'ai eu le plaisir de découvrir une facture de 1245 € et participation forfaitaire exceptionnelle d'Automobile Peugeot et de votre réparateur 100%. Donc j'ai rien payé. Donc ça c'était bien, hein. Ouais. Voilà, Elle avait, voilà. rappelez-nous combien de kilomètres elle avait, votre voiture? À l'époque, elle avait 92 000 kilomètres. Elle avait déjà plus de 5 ans. Donc déjà. Ah oui. Donc vous êtes même en dehors de la prise en charge entre guillemets officielle Peugeot. Voilà. Donc ils ont fait. Ça. Alors expliquez-nous quand même, parce que ça c'était la courroie, ça. Oui, bien sûr. Mais bon, après ensuite votre moteur s'est mis à consommer de l'huile, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il a 130 000 kilomètres actuellement, et j'ai remis 6 litres d'huile. Là, c'est enfin tous les 800 kilomètres, je remettais 1 litre d'huile. Ah oui. Ah oui. Donc ça commence à faire beaucoup quand même, surtout que sacrée si on friteuse, met vraiment... Ouais, sacrée friteuse. Alors ça fume pas du tout, contrairement à autrefois. Je pense que c'est à cause du pot catalytique, Jean-Luc, il doit savoir. Non, normalement ça doit fumer un peu bleu, mais c'est que vous faites pas attention, c'est la seule chose. Oui, c'est que vous le voyez pas. Je roule rarement derrière moi. Oui, c'est ça. Non, mais la façon de le voir, c'est à la tombée du jour. Si vous avez une voiture derrière vous avec les phares allumés, vous accélérez fort et puis vous allez voir un petit nuage de fumée, mais ça fait pas... Parce que autrefois, vous vous rappelez, enfin moi j'en ai changé beaucoup, mais autrefois sur les 4L, R16, R12 et compagnie, quand il y avait un problème de segmentation, en fait, il y avait un nuage bleu. Oui, un nuage bleu derrière. Mais là, bon, ça consommait même plus qu'un litre d'huile au 1000 km quand on avait un nuage bleu derrière. Voilà, mais mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette conso d'huile? Voilà, donc 130 000 km, la voiture elle a 7 ans. La conso, on sait que c'est pas normal de toute manière, donc je suis retourné à Gaillon, chez Gervilliers, le concessionnaire Peugeot, et là, il m'a demandé les factures. Alors, il connaissait bien ma voiture, il m'a demandé les factures, et puis il a commencé à chipoter sur le fait qu'au lieu les révisions, au lieu d'être faites à 12 mois, elles étaient faites à 14 mois. Vous voyez, de juin à août, par exemple, il y avait les vacances. Bon, et puis, il me dit, vous n'avez pas fait la révision en 2022? J'ai dit oui, mais vous avez changé la courroie. Donc, vis-à-vis de ce problème-là, il m'a dit non, c'est pas une révision, un changement de courroie. C'est pas une révision, donc bon voilà, donc il a voulu donc ils ont cherché, mais ils cherchent la petite bête, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, si vous dépassez les préconisations du constructeur, ils vont se servir de ça, même si ça n'a rien à voir avec la panne. Admettons, je sais pas, les roulements de roues qui cassent à 50 000 km et vous n'avez pas fait la vidange, ils vont vous dire, mais attendez, vous n'avez pas fait la vidange, qui a absolument aucun rapport avec la panne qui touche votre voiture, mais ils vont s'en servir pour dégager leurs responsabilités. C'est pour ça qu'il faut respecter scrupuleusement. Alors vous allez me dire, comment je fais quand je dois prendre rendez-vous pour faire réviser ma voiture et que le concessionnaire ne répond pas, ou qu'on me donne rendez-vous 2 mois après, donc vous dépassez la date? Ah bah oui. Eh bah oui. Malheureusement, il faut s'y prendre bien avant. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je le fasse pour la mienne. Voilà. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci du partage, Jean-Marie. Voilà, alors, du coup... Oui. Pardon. Allez-y. Continue. Oui, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, après tout, je peux toujours écrire au service client Stellantis. Et puis, on ne sait jamais, quoi. Voilà. Et vous leur avez fait, vous leur avez fait, c'est sympa, parce que vous leur avez fait un petit courrier qui n'était pas méchant. Pas du tout. Non, je trouve que c'est bien, quoi. Juste pour dire, voilà, bon, j'étais content de ma voiture, je suis un petit peu déçu, mais sans râler. C'est l'esprit c'est absolument l'esprit du courrier. C'est l'esprit du courrier. Parce que bon, après tout, elle a 130 000 km quand même. Et puis, c'est l'esprit. Je suis Peugeot depuis des années. Mon père avait des Peugeot, etc. Donc c'est un peu ce que j'explique. En gros, mon courrier, il est sympa, mais il montre que je suis déçu, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous envoyez un courrier agressif, en insultant tout le monde, c'est sûr qu'on va vous mettre sous la pile. Mais dans la vie en général. Oui, c'est vrai que c'est toujours comme ça. Ouais. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que Peugeot m'a rappelé une première fois pour lui demander de lui envoyer la carte grise, les factures, etc. que j'avais sous la main. Donc j'ai renvoyé ça. Et puis après, j'ai reçu une dame m'a téléphoné
très gentiment. Moi, dans mon courrier, je disais un remboursement partiel de l'ordre de 50% de la facture conviendrait bien à ma demande, ici formulée. Bon. Ouais. Et en fait, donc la dame, elle m'a rappelé, puis elle m'a dit, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire, mais on pourrait prendre en charge les pièces. Bon. Donc, je sais pas, mais 2 heures après, pas plus, hein. J'avais envoyé un devis aussi. J'avais changé de garagiste, évidemment. Hein. J'ai pris un concessionnaire Peugeot aux Andelys. Et puis, j'ai reçu mais tout de suite après, quoi. Elle m'a appelé à 14h et à 16h40, là, j'ai un mail que je vous avais pas envoyé d'ailleurs, qui est assez intéressant parce que il dit, nous faisons suite à notre entretien téléphonique, etc. Comme informé, nous vous confirmons notre prise en charge des pièces de rechange. Uniquement, soit 5 301 € sur le devis établi par les établissements Garage Chevalreau aux Andelys. Et cet accord sera déduit du montant final de la facture. Donc ça, c'est très bien parce que j'ai rien payé des pièces du tout. J'ai pas avancé l'argent. Ah, c'est bien. D'accord. Vous avez juste une facture de 725,04 € absolument. à et régler. Surtout dans le courrier de Peugeot, excusez-moi, dans le courrier de Peugeot, il y a un truc intéressant, je vous l'avais pas dit, mais c'est une phrase. Il y a marqué « Cette décision relève d'un geste purement commercial afin de vous remercier de votre fidélité et de votre confiance en la marque et ne constitue en rien une quelconque reconnaissance de responsabilité. » Oui, c'est ce qu'on disait, il vaut mieux un courrier sympa, où vous expliquez que vous êtes déçu plutôt qu'une lettre d'insulte. Ouais. En général, ça marche moins bien. Et pourquoi je voulais qu'on vous prenne aujourd'hui, c'est pour donner de l'espoir à tous ceux qui sont en panne. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Avec ce fameux moteur. Avec ce moteur, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a le 1,5 litre. Il y a Renault aussi. Le 1,5 litre Blue HDI chez on va dire PSA pour faire simple, qui tombe en panne aussi. Donc tous les gens qui malheureusement ont des pannes avec ces véhicules-là, ben voilà, la procédure à suivre, c'est celle-là. Mais il y a aussi un problème chez Renault. Oui, le 1 litre 2 TCE, mais le 1 litre 2 TCE, c'est plus ancien. Dans l'actualité pure aujourd'hui, c'est plus le PureTech 1 litre 2, et c'est plus le 1 litre 5 Blue HDI. On en parle presque toutes les semaines, de toute façon. Ah oui, mais ça touche beaucoup de monde, malheureusement. Merci beaucoup Jean-Marie, parce que grâce à vous... Merci Jean-Marie, vous avez redonné sans doute un peu d'espoir aux gens qui écoutent et qui ont ce type de motorisation avec des soucis, malheureusement il y en a. Donc on rappelle la bonne façon de faire, pratique. Voilà, bonne pratique, un courrier un peu ferme, mais jamais agressif, en expliquant ce qui s'est passé. Et voilà, bravo Jean-Marie, on vous fait un bisou, on vous souhaite un bon week-end. Merci, moi aussi. Merci Jean-Marie, au revoir. Merci, au revoir. Allez, tout de suite, on va faire un point tous les deux. Pourquoi la mortalité routière ne baisse-t-elle plus depuis 10 ans ? Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et merci d'être si nombreux à nous suivre, y compris sur la page Facebook de Sud Radio. On vous rappelle le numéro de téléphone 0826 300 300 pour poser vos questions en direct et pourquoi pas dans l'émission tenter de gagner des places pour les coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro. Alors tout de suite, on va parler d'un sujet important puisqu'il en a été question cette semaine avec la Ligue de défense des conducteurs. Pourquoi la mortalité routière ne baisse-t-elle plus depuis 10 ans? Vous étiez sur cette grande journée où c'est à l'Assemblée où on en a parlé. Oui, des tables rondes à l'Assemblée nationale. C'est même moi qui animais ces tables rondes, donc je suis au courant de ce qui s'est dit. Enfin, je suis encore pas totalement sourd, donc. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Il y avait 3 tables rondes organisées avec vraiment des spécialistes où on a balayé toutes les causes d'accidents et on a regardé là où il y avait des possibilités d'amélioration. Bon, déjà, premier constat, en France, la vitesse, c'est 80% de la répression. Or, la vitesse, c'est le 2e ou 3e facteur. Alors, la vitesse, c'est assez délicat d'évoquer la vitesse comme facteur de mortalité puisque la vitesse peut être la cause de l'accident, on peut perdre le contrôle de son véhicule parce qu'on roule trop vite, mais c'est surtout une cause transversale, c'est-à-dire que plus on roule vite, plus les accidents sont graves et plus on a de chances de mourir. Malheureusement, c'est un facteur aggravant la vitesse. Quelques chiffres quand même, depuis 10 ans, on est autour de 3500 morts par an, ça stagne, et ça c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on n'a plus de chiffres incroyables. Oui, alors la répression sur la vitesse augmente, mais les chiffres stagnent. Ça veut dire une chose, et là tous les intervenants étaient d'accord sur ça, aujourd'hui accroître la répression sur la vitesse, ça ne servira plus à rien. On est arrivé au taquet de ce côté-là. En revanche, il y a d'autres sources, entre guillemets, de progression. La première, c'est les stupéfiants.
Les stupéfiants aujourd'hui, c'est une des premières causes d'accident, sinon la première. Et pourquoi je dis sinon la première ? Parce que on commence à mesurer simplement on commence à analyser simplement dans les accidents mortels les prises de sang exactement les prises de stupéfiants. Il y avait des médecins qui étaient là qui nous disent aujourd'hui, dans 25% des cas, on a une prise de stupéfiants dans les accidents mortels. 25% des cas. Ah ouais. Dans certains, par exemple la nuit, c'est même jusqu'à 40%. Et c'est quoi ? C'est un profil plutôt jeune ? C'est des profils plutôt jeunes. Bon, vous savez que malheureusement, les jeunes meurent plus souvent sur la route que les personnes plus âgées. Voilà, c'est la première cause de mortalité. 18-24 ans, c'est l'alcool, normalement. Alors, ça bascule. L'alcool est plus aujourd'hui. Alors, il y a souvent en fait le mélange des deux facteurs. Il y a l'alcool et la drogue. L'alcool. Alors, on avait Patrice Besson aussi qui était là, qui nous parlait de. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Patrice Besson, pour nos amis qui écoutent Sud Radio, c'est, on va dire, le patron des auto-écoles auprès de Mobiliance. Exactement. On a parlé formation, on a parlé. Vous savez que, on va dire 90% des accidents de la route, c'est lié à un mauvais comportement du conducteur. Voilà. Pour ça, une fois, il faut le poser. Le mauvais comportement, ça peut être en amont. J'ai pris des stupéfiants, j'ai pris de l'alcool. On sait que sur l'alcool, il y a des limites. Pourquoi il n'y en a pas pour les stupéfiants ? Simplement parce que les stupéfiants... Ils apparaissaient pas avant aussi. Non, mais c'est pas ça, c'est interdit. Ah oui, c'est illicite de prendre des stupéfiants. Donc on va pas mettre une limite pour les stupéfiants. C'est pas... À partir du moment où vous fumez un joint et que vous prenez la route, vous savez que vous êtes hors la loi. Vous étiez même hors la loi en fumant le joint. Donc si vous montez dans votre voiture, vous êtes 2 fois hors la loi. Et attention, circonstances aggravantes. Si vous avez un accident, vous allez en prendre plein. On a évoqué des pistes. Alors, ce que je vous invite, parce qu'il va y avoir sur le site de la Ligue de défense des conducteurs, puisque c'est eux qui organisaient ces tables rondes avec Pierre Cordier, qui est un député des Ardennes. Normalement, il va y avoir l'Assemblée nationale et le Sénat vont s'emparer de ces sujets-là, et avec ce qui s'est dit pendant ces tables rondes, on va avoir des pistes pour essayer d'améliorer justement la sécurité routière. On a parlé de l'état des routes, on a parlé de la formation, on a parlé des réseaux sociaux qui ont un impact important sur la mortalité routière. On s'en rend pas compte, mais figurez-vous que des mauvais comportements que des jeunes vont regarder en vidéo, le type qui roule à 250 km/h, qui fait des roues arrière à moto, tout ça, ça va inciter des jeunes à avoir des comportements à risque, et ça va être facteur d'accident. Ça va être malheureusement, ça démontre pas les bonnes pratiques. Les ponts qui s'écroulent, malheureusement, on l'a vu cette semaine aussi. Il y en a, voilà. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est sorti de vos tables rondes pour conclure ? C'est-à-dire que vers quel il faut changer d'orientation. Voilà. Si vous voulez vraiment la conclusion, il faut changer d'orientation. Il faut prendre en compte aussi la sécurité accrue des véhicules qui n'a jamais été pris en compte dans les chiffres de la sécurité routière. On a bien vu, il y avait des spécialistes qui étaient là qui nous ont dit aujourd'hui, les progrès liés aux voitures, c'est significatif. Les progrès liés à l'infrastructure routière, c'est significatif. Ça n'a jamais été pris en compte. Tous les gouvernements successifs savent que de toute façon la mortalité routière elle baisse structurellement depuis les années 70. Donc ils peuvent mettre en place n'importe quelle politique, ils pourront toujours dire vous avez vu ça marche. Bon, la répression, il faut de la répression sur la vitesse. Maintenant là, uniquement se focaliser sur la répression vitesse, c'est une hérésie totale. Voilà. Et puis, en tout cas, moi j'ai juste une chose d'en parler. Faites attention à vous sur la route et faites attention aux autres. C'est vraiment le premier réseau social, en fait, c'est la route. Donc voilà, si on fait attention en conduisant, pas comme des fous, on va peut-être y arriver. Bref, merci pour ce petit point de ce qui s'est passé cette semaine. À suivre, l'essai de la semaine. J'ai l'impression que l'ami Jean-Luc va prendre une BMW et peut-être que la question jeu arrive avant midi. Restez avec nous. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci à vous tous qui êtes déjà sur la page Facebook de Sud Radio en train de dire bonjour. Stéphane est avec nous, notre troisième co-animateur. Bien sûr, on a Renaud qui est arrivé, Alphonse qui nous dit bonjour, David aussi, voilà, bonjour. Où sont les femmes ce matin qui écoutent d'habitude on parle auto sur Sud Radio? Alors les filles, je me laissez pas toute seule. Allez, dans quelques instants, si vous voulez tout savoir sur les ZFE, eh bien on va en parler avant midi. Mais tout de suite, l'ami Jean-Luc prend le volant d'une belle voiture. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto,
et on prend le volant. Et vous qui êtes sur la page Facebook de Sud Radio, vous allez voir en extrait de la vidéo réalisée par l'ami Jean-Luc que vous verrez intégralement sur la page YouTube. Exactement, on prend le volant d'une voiture dont j'aime le nom poétique, la BMW iX2 xDrive 30. Voilà, BMW a inventé le concept du SUV coupé, c'était avec le X6, ça va pas nous rajeunir si je donne la date. Ici, on a donc une version fastback du X1, c'est un SUV. Hein, ça veut dire quoi fastback pour ceux qui savent pas? Fastback, c'est avec l'arrière fuyant. Voilà. Deuxième génération de X2 qui est cette fois disponible en version 100% électrique, c'est ça qu'on essaye. Étonnant parce que c'est un coupé, il est plus grand que le SUV de base. Il est 5 cm plus long. C'est une grande voiture qui fait 4,55 m de long. Bon, le porte-à-faux arrière est plus important, les lignes sont plus tendues. Bon, globalement, moi je suis pas un grand fan de l'esthétique d'ailleurs des nouvelles BMW, mais de celle-là en particulier. Au moins ça permet d'avoir un grand coffre. On a 525 litres. En revanche, à cause de cet arrière fuyant fastback, on a 525 litres, mais si vous voulez transporter des objets hauts dans le coffre, par exemple une cuisinière ou un réfrigérateur, eh bien ça ne sera pas possible. Voilà. Cette inclinaison, elle empêche aussi d'accéder confortablement aux places arrière. Il faut baisser la tête pour rentrer dans la voiture. Franchement, c'est pas bien. La garde auto aussi est limitée pour ceux qui mesurent plus d'1,80 m. Impossible, en revanche, de critiquer la présentation et la finition intérieure. C'est moderne, avec une grande dalle numérique composée de plusieurs écrans qui sont tournés vers le conducteur. C'est habituel maintenant sur les BMW. La qualité des matériaux est excellente, avec du vrai aluminium et puis un doublage en cuir synthétique, maintenant du cuir synthétique partout, qui est au-dessus de la planche de bord. Face au conducteur, une dalle de 10,25 pouces, doublée d'un affichage tête haute. Un autre écran tactile, celui-là, pour ce qu'on appelle l'info divertissement. Comme sur toutes les BMW récentes, on peut choisir différentes ambiances pour rouler. Bon, on verra qu'il y en a une sport qu'on peut utiliser un petit peu plus loin. On est extrêmement bien installé au volant sur la finition M Sport que j'avais. En plus, j'avais un siège optionnel, qui coûte quand même 400 €, qui est à la fois enveloppant et confortable. Le problème, c'est que malgré la suspension active en série, le confort est ferme, voire dur, très ferme, avec les jantes de 20 pouces optionnelles de notre modèle d'essai. Si j'étais journaliste automobile, je dirais que ce châssis ferme permet un excellent toucher de route. Ouh là là. Ça permet aussi d'exploiter la cavalerie. On a 2 moteurs électriques sur ce modèle. Des moteurs synchrones bobinés, il n'y a que Renault et BMW qui utilisent ça, 4 roues motrices, 313 chevaux, 5 secondes 6 pour passer de 0 à 100. Bon, c'est pas une ballerine la voiture, elle fait 2 tonnes, mais elle vire à plat et on peut s'amuser. Autre bonne surprise, la consommation. J'ai fait de l'autoroute à 130 km/h avec une moyenne de conso de 19,6 kWh au 100 km, c'est vraiment bien. Et 18,2 kWh au 100 km sur route avec une partie de conduite sportive, vous le verrez dans les images. Avec la batterie qui fait 64,8 kWh utile, on fait environ 350 km, l'autonomie qui est annoncée par le constructeur, c'est 417 km en cycle WLTP, mais c'est des 350, on dira que voilà, ça suffira. Alors pour ceux qui ont les petites images en même temps, là il y a un petit bouton sur le côté où on appuie dessus et on a droit à du boost pendant 10 secondes, vous avez un chrono qui s'affiche, et pendant 10 secondes vous êtes collé au siège. Si vous voulez faire taire belle maman, tac, vous appuyez sur le bouton et là, il n'y a plus un mot qui sortira. Bon, pour la recharge. On était en Bretagne ou bien là? Oui, on est en Bretagne. Pour la recharge, 11 kW, 22 kW en option pour du courant alternatif, c'est quand même 750 € l'option. Vous allez voir plus dans les options, ça pique. Le câble aussi est facturé en option, 400 €. Pour la charge rapide, on est en 130 kW. Il y a plein de marques qui font mieux. BMW alors nous dit oui, mais on a une charge, de la vitesse de charge est plus constante, peut-être, mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Le prix de base, vous voyez, on était sur la plage à marée basse. Par contre, c'est pas marée basse pour les prix. Du côté de Guérande, non? Exactement. Ouais, exactement. 58 150 € pour la version de base, plus 4 000 € pour la finition sport, plus 18 000 € d'options sur le modèle que j'avais essayé. Résultat, 77 000 €. Bon, je vais vous le dire très franchement, mieux vaut un iX1 avec la même motorisation, c'est plus polyvalent, c'est plus habitable, c'est plus confortable. Et c'est moins cher. Et c'est aussi sympa à conduire. Et ça vaut pratiquement le même prix, un petit peu moins cher.
un petit peu moins cher. Je vois pas du tout l'utilité de ce iX2, sinon pour ceux qui aiment un look un peu différenciant, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. puis c'est là, Moi, je suis pas fan de l'esthétique. Et honnêtement, autant j'ai aimé le iX1, autant le X2, je vois pas à quoi ça sert. Quoi. D'accord. Bon, vous avez quand même pris votre plaisir à le conduire. Oui. Bon, là, j'étais en plus, que vous savez pas, mais vous le verrez dans la vidéo longue. À un moment, j'étais dans les marais salants. Si j'avais pas eu 4 roues motrices, je serais encore dans les marais salants. Oh ben non. Et puis après, c'était les grandes marées. J'étais sur la plage. Alors, j'avais pas le droit. Hein, vous le dites non. pas. J'avais pas le droit. Et si j'avais pas eu 4 roues motrices, la marée aurait englouti la voiture. Et vous avez pris des risques quand même. Oui, pas mais j'en bien. prends tout le temps. Non, mais c'est pas bien, l'ami Jean-Luc, ça. Mais pour avoir un beau paysage, j'avais vu à la fin, c'est joli quand même la plage. Un beau paysage, si on vous retrouve noyé dans la voiture, vous allez m'emmener avec vous sur vos essais maintenant. Je resterai pas dans la voiture, rassurez-vous. Allez, merci beaucoup pour cet essai. Dans quelques instants, on va parler des ZFE, mais écoutez bien ce qui suit. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. J'adore ce son. Bah oui, c'est le son du jeu. Le jeu qui va vous permettre de gagner des entrées pour les coupes de Pâques qui vont se dérouler le week-end prochain. Bah oui, sur le circuit de Nogaro. On est donc dans le Gers, très exactement. J'ai une question à vous poser pour vous offrir ces coupes de Pâques. En tout cas, c'est 3 jours de course, parce que vous allez être chouchoutés. Donc je rappelle à tous ceux qui ont gagné la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné. Vous pouvez vraiment organiser votre séjour du côté de Nogaro. La question est la suivante. Les courses de Pâques existent depuis quelle année? Quelle est l'année de création des courses de Pâques? Est-ce 1 2018, 2 1968? 2025. Non. Est-ce 2018 la création des courses de Pâques ou est-ce 1968? 0826 300 300. Jordan vous attend au standard. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va accueillir tout de suite son univers impitoyable. Oh non, Nicolas Meunier, c'est pas JR. Bonjour Nicolas. Non, c'est pas JR. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Non. Bonjour Jean-Luc. C'est juste qu'on est dans un feuilleton qui a encore eu des nouveaux épisodes cette semaine. Un feuilleton qui n'en finit pas, le feuilleton des ZFE. Ouais. C'est extraordinaire. Ça va Nicolas? Je ne sais pas ce qu'il a pris au petit déjeuner, l'ami Jean-Luc, ce matin. On ne le tient plus. Voilà. Alors, en même temps, justement, la nouvelle des ZFE est plus que réjouissante. Bah oui, quand même. Jean-Luc en parler, mais ça vaut le coup d'être exposé. Tiens, on va laisser parler Nicolas. Donc, c'est Christophe Béchu qui a ouvert le bal en milieu de semaine. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Christophe Béchu? Mais annoncé qu'il y a ministre de la Transition écologique, je précise, pour ceux qui habiteraient sur une autre planète. Ouais, donc il y a seulement 2 agglomérations en France qui vont être obligées de mettre en place ces ZFE. C'est Paris et Lyon. Et Lyon. Et je sais plus combien il y en avait au départ, je crois que c'était une quinzaine 40. ou une vingtaine. En fait, c'est la règle. Mais il y en a 12 normalement qui sont vraiment effectives. C'est l'Europe. Voilà. Alors, on reprend dès le départ. On va retourner. Zone à faible émission mobilité. Non, mais l'Europe dit voilà, on ne doit pas dépasser certains seuils de polluants dans l'air. C'est 40 microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d'azote en moyenne sur l'année, et c'est 25 microgrammes par mètre cube pour les particules fines à l'année. Bon, la France a réussi à passer juste en dessous des seuils, sauf pour 2 villes, qui sont Paris et Lyon. Donc, pour toutes les autres villes qui devaient mettre en place des ZFE ou qui ont déjà des ZFE, et qui devaient durcir les conditions d'accès à ces zones de restriction de circulation, normalement, ils peuvent, s'ils veulent, pour les critères 3, ne pas interdire les véhicules qui sont... Alors, critères 3. Pour ceux qui avaient déjà des ZFE en place, c'était les critères 3. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les critères 3? Tiens, voilà. Tiens, question piège, Nicolas, c'est quoi les critères 3? 2010 pour les voitures. Vas-y Nico. Les vieux diesels. Et là il me dit mais alors pourquoi il me pose cette question là? Non, c'était les essences avant 2010 et les diesels. Critère 3. C'est 2015 pour les diesels, 2015 ou 2016, je sais plus. Et 2010 pour les thermiques essence. On va donner des notes. Alors c'est. C'est moi qui gagne. C'est avant 2010 pour les diesels. Ah, voilà. J'ai perdu. Et c'est 97 pour les essences. Alors pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire que les 12 ZFE qui étaient déjà en place avec critères 4, 5 finis, etc.
à part Lyon et Paris, les véhicules en critère 3 peuvent continuer de rouler jusqu'à... C'est une décision locale. Et c'est pour ça que je dis que c'est un feuilleton qui n'a pas fini, parce que c'est une décision locale. C'est-à-dire que là, on a le gouvernement qui dit, à part Paris et Lyon, qui devront, au 1er janvier 2025, interdire les critères 3 dans la ZFE. Je vais préciser qu'à Paris, c'est pas juste Paris, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la 86. Donc tous ces véhicules, ça continue. Non, moi je suis juste à l'extérieur. Je suis juste à l'extérieur. Donc là, on continue à durcir j'allais dire les sanctions. C'est pas vraiment les sanctions, mais on continue à interdire les véhicules de plus en plus anciens. Enfin, de plus en plus récents. On interdisait déjà les véhicules très anciens, on va interdire les véhicules de plus en plus récents. Mais, et c'est là qu'on rigole, il y a certaines municipalités, alors c'est plus tendance écologiste, qui disent « Ok, d'accord, on n'est plus obligé de le faire, mais on va le faire quand même. » Voilà, genre Bordeaux ? Non. Alors là, en Grenoble ? Non, il y a Strasbourg. Ah, Strasbourg, okay. Strasbourg, il y a Montpellier. D'accord. Cette semaine, Montpellier a dit oui mais non, oui mais non. Et alors Jean-Luc, il y a quelque chose à apporter aussi, c'est dans l'autre sens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la tournée des popotes dans tout le périmètre autour de la 86, à l'intérieur de la 86, mais il y a certaines municipalités pendant un moment qui refusaient de signer l'arrêté municipal émis par... Voilà. Ouais, comme Vélizy dans 78. Je crois qu'on avait la Garenne-Colombe. Ouais. Alors on se retrouvait avec des îlots où on pouvait rouler avec sa vieille voiture, mais on pouvait pas sortir de la ville. Je sais pas si ça existe encore. Nicolas, je suis pas venu jour là-dessus récemment, mais... Moi j'ai beaucoup animé de tables rondes sur les ZFE. Alors ça s'est un peu calmé, j'ai un peu moins de boulot en ce moment parce que tout le monde avait le sourire, mais tout le monde le disait, c'est-à-dire autant les maires des villes que les députés, etc. C'était la folie parce qu'en fait, ils reprochent à l'État de ne pas avoir fait quelque chose de national. Il n'y a pas une réglementation nationale. Et je vais vous dire, on parlait de Montpellier qui vient de dire... alors, ils ont en partie raison et ils ont en partie tort. Je vous explique après pourquoi. Montpellier dit « Ok, nous, on n'est pas obligé de mettre une restriction plus forte, mais on va le faire quand même parce qu'on estime que la qualité de l'air, c'est important. » Après, on revient sur ça. Mais ils vont avoir... alors déjà, pour les véhicules anciens, normalement, pour les véhicules en carte grise de collection, il y a des dérogations pratiquement dans toutes les ZFE, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de restriction de circulation. On sait que c'est des voitures qui roulent assez peu, donc c'est du patrimoine et ça peut s'expliquer. Montpellier dit on met pas en place de dérogation pour les voitures anciennes. Donc celui qui habite à Paris, qui descend en vacances à Montpellier, il va penser qu'il a le droit de circuler, il n'a pas le droit. C'est pratiquement au niveau local, ville par ville ou métropole par métropole, qui est une réglementation différente. Mais donc c'est complètement dingue. C'est dingue. Si vous voulez circuler, en fait, alors par exemple, aujourd'hui, Waze vous indique que vous entrez dans une zone de restriction de circulation, etc., et que si votre véhicule est classé truc-muche, il n'a pas le droit de rouler. Alors il y a des classements truc-muche. Oui, des classements truc-muche. Alors déjà, les vignettes critères, on en a déjà parlé, c'est de la foutaise. C'est pas le niveau de pollution de la voiture qui est déterminant dans l'attribution de la vignette critère, c'est l'année de commercialisation, complètement ridicule. Parce que vous avez des véhicules plus récents qui polluent beaucoup moins que des véhicules plus anciens. Bon, on reviendra pas là-dessus, mais vous avez déjà ça. Alors après, là où je disais que Montpellier et Strasbourg, qui veulent continuer à durcir l'accès aux ZFE, ont quelque part un peu raison, c'est que on prend en compte un polluant. Quand on dit les oxydes d'azote, par exemple, on prend deux polluants, les particules fines, les oxydes d'azote. Mais on prend pas, on cible pas les bons polluants. Non, mais on cible pas. Parce que dans les oxydes d'azote, il y a du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote. NOx. Et c'est le dioxyde d'azote qui est toxique. C'est compliqué. Mais le dioxyde d'azote n'est pas mesuré en tant que tel. Or, alors là, par contre, je vais être méchant. Or, les gros émetteurs de dioxyde d'azote, c'est les diesels. Voilà. D'avant. Non, c'est les diesels, tout court. D'accord. Plus ils sont récents, plus ils sont émetteurs de dioxyde d'azote. Puisqu'on a empilé des catalyseurs, il faut oxyder. Un catalyseur, ça sert à ça, il faut oxyder, donc on renforce l'oxydation avec des catalyseurs. Donc vous avez compris, NO2, O2 c'est de l'oxydation, donc le gaz dangereux c'est le NO2, et plus le diesel est récent, et plus il en émettra. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté que je n'anime plus cette émission avec Jean-Luc Moreau, mais avec Max Lesguy. Et on mesure les particules, les PM10 et les PM2,5. Les PM10, c'est des particules de machines à vapeur, enfin de locomotives à vapeur du siècle dernier. On est complètement
hors sol sur ça. Ce qu'il faudrait mesurer, c'est les particules ultra fines. Et les particules ultra fines, ça ne baisse pas. Il y a Julien, le réalisateur, qui fait stop, arrêtez tout. Arrêtez tout. Bon, en tout cas, on a bien compris que c'était vraiment quelque chose de. On n'a pas fini le feuilleton, en fait, c'est ça. C'est que Dallas va continuer. Non, ça continue. C'est ça qui est génial. Ah ouais. C'est un feuilleton passionnant. Et alors, une réaction, juste une réaction. Il y a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, mais on va être de tout cœur. Alors, il faut que je retrouve avec Julien qui dit alors j'aurais pu la garder. Moi, j'ai dû revendre mon essence Critère 3 de 97 qui n'avait que 320 000 km. Mais ça dépend où il roule. Et puis alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que même quand ça va être mis en place, en région parisienne, il y a une voiture sur 3 qui a une vignette Critère à peu près, et quand ça va être mis en place, il n'y a pas de verbalisation qui est prévue pour le moment. Il n'y a pas de système de verbalisation automatique. Et le jour où le système automatique est mis en place, c'est la révolution. Est-ce que vous voyez le feu rouge là ? Ouais. Voilà, stop. Nicolas Meunier. Nicolas, je suis désolé, parce que Nicolas, il dit tiens, finalement, ils m'ont appelé, mais ça sert à rien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, c'est gentil d'être passé nous dire bonjour, Nicolas. Vous revenez quand vous voulez, Nicolas Meunier, qui est journaliste et auteur. Vous trouvez beaucoup de ses livres. Vous tapez Nicolas Meunier sur Google et vous trouvez le bonhomme. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end aussi, merci. Merci à vous. Au revoir. Allez, dans quelques instants après la pause, c'est Bertrand qui a fait le 0826 300 300 et qui nous rejoindra pour poser sa question ou donner son avis. On a dit stop, l'ami Jean-Luc. On a dit stop. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et j'ai mon petit doigt qui me dit qu'on va bientôt apprendre le nom des gagnants pour les Coupes de Pâques, puisque Sud Radio vous emmène aux Coupes de Pâques du côté de Nogaro. Mais pour l'heure, vous le savez, vos questions, vos sensations, vos avis sont écoutés et entendus. Vous nous joignez au 0826 300 300. Et là, je sens déjà qu'il va y avoir un match entre Bertrand et l'ami Jean-Luc. Mais Bertrand arrive exprès des États-Unis pour poser sa question. Alors, c'est même pas une question, c'est qu'on n'est pas d'accord. Oui, bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand, parce que je connais le sujet, moi, c'est l'hydrogène, et dès que vous parlez d'hydrogène à l'ami Jean-Luc, il explose. Bonjour Bertrand. C'est le cas de le dire. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis ? J'étais justement invité à faire une conférence sur l'hydrogène, sur les nouveaux réservoirs hydrogène qui sont recyclables et avec plein d'avantages. Voilà. Il est ingénieur en automobile, donc il sait de quoi il parle, Bertrand. Aussi, voilà. Aussi. Alors vous êtes pro-hydrogène et vous dites pour les camions, c'est une bonne solution. Alors attendez, posons bien le sujet pour tous ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît. Bon, alors déjà, vous connaissez mon avis sur la voiture particulière. Je trouve que c'est une hérésie et c'est un leurre total de penser qu'on va avoir des voitures à hydrogène. Alors Bertrand, pour tout le monde. Racontez-nous. Alors, on est bien d'accord sur la voiture. C'est la batterie, véhicule électrique batterie qui a le meilleur rendement, avec 70% de rendement à la roue, alors qu'un véhicule à hydrogène n'a que 19% de rendement à la roue. Donc, c'est un mauvais rendement. Donc, avec l'amélioration de la fast charge, des augmentations de puissance pour la recharge des voitures électriques, dans très peu de temps, tout le monde trouvera une voiture qui a un long range qui permettra de faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, il y a des niches automobiles. Imaginez des taxis. Non, mais c'est déjà le cas, les taxis. Des flottes de 150 taxis. Vous n'allez pas les recharger, les 150, et perdre une équipe quand vous voulez faire tourner ça en 3/8. Donc là, on a des niches hydrogène qui sont éventuellement intéressantes. Mais mon sujet, c'est pas ça. C'est la grosse partie de la pollution aujourd'hui, c'est les camions. Oui. Et notamment les longs routiers, les 44 tonnes et tous ces engins-là. Et actuellement, il n'y a qu'une solution qui était développée jusqu'à présent, qui était la pile à combustible, pour les faire passer à l'hydrogène, parce que... Alors, pile à combustible, j'explique pour ma maman qui écoute, on a de l'hydrogène qu'on mélange avec l'oxygène de l'air dans une pile à combustible, qui est on va dire un moteur chimique, voilà, et qui produit à la fois de l'eau d'un côté et de l'électricité de l'autre. C'est ce qu'on a tous expérimenté à l'école, pour ceux qui sont allés à l'école, dans le processus inverse de l'électrolyse de l'eau. Voilà. Donc on fabrique de l'électricité à partir de l'hydrogène et de l'oxygène de l'air dans cette pile à combustible. C'est ça. Bien. Voilà.
En revanche, pour passer justement ensuite cette énergie électrique, il faut des batteries supplémentaires. Alors beaucoup moins grosses que ce qu'il y a sur des véhicules électriques, tout électriques, mais il faut changer les transmissions complètes. Et il faut mettre des moteurs électriques sur le. C'est un véhicule. C'est un véhicule électrique. Quand même. Ouais. Voilà. Ce que vous proposez, vous, Bertrand, c'est parce que comme on est un peu tenu par le temps, je vais résumer, c'est de mettre directement l'hydrogène dans les moteurs thermiques. Ça alors, brûle dans un moteur thermique de l'hydrogène. Exactement, et ça le transforme en moteur qui n'émet pas de CO2, puisqu'il n'y a pas de carbone à l'entrée, il n'y en a pas à la sortie. Donc, et là, cocorico, on a pour une fois, les Français sont en avance, on a des startups qui développent des choses, et notamment, il y en a une en particulier qui a identifié un procédé de modification des moteurs diesel pour les passer à l'hydrogène. N'importe quel moteur est passable à l'hydrogène. Il y a des études préalables. On parle toujours camion. Excusez-moi. On parle camion parce que on parle principalement camion, mais c'est pas fini. C'est autobus, locomotive. Oui. C'est les engins de chantier. C'est toute la mobilité lourde qui est en diesel aujourd'hui et sur lequel les piles à combustible ne vont pas satisfaire pour deux raisons. Bertrand, c'est pas Finia qui fait ça? C'est pas Finia, tout à fait. Finia est fabricant d'injecteurs. Eh ben oui, et puis il travaille là-dessus. Ils sont en train de retravailler sur l'hydrogène après avoir entièrement abandonné l'injection, puisque les moteurs thermiques devaient disparaître. Tout à fait, exactement. Ouais. Alors moi, j'ai une question piège à vous poser, Bertrand. D'accord, ok, faire fonctionner un moteur thermique à l'hydrogène. Bon, BMW l'a déjà fait il y a longtemps avec l'hydrogène 7. Avec trop d'ambition dans le projet. On sait que ça peut fonctionner. On sait que ça peut fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène dans le monde est produit à partir du gaz naturel. Voilà. Et c'est quand même mieux de brûler directement du gaz dans le camion plutôt que de transformer du gaz en hydrogène et ensuite de brûler l'hydrogène dans le camion, non ? Non. Alors déjà, la transition hydrogène passe pour l'instant, comme vous le dites, par l'hydrogène gris, c'est-à-dire produire du gaz qui émet du CO2, évidemment, puisqu'on casse le gaz d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté du CO2. Oh là là. Par contre, ça c'est une phase transitoire et toutes les hydrogènes vertes et jaunes nucléaires vont se mettre en place. Derrière, il y aura les hydrogènes bleus où on fera même la captation du CO2, mais on va passer à l'hydrogène vert et jaune, et il faut accélérer cette transition. Et pour accélérer cette transition, plus on mettra tôt des véhicules à hydrogène, plus on va l'accélérer, ce qui fera diminuer les coûts de l'hydrogène vert, parce que tant que c'est pas installé, parce qu'aujourd'hui, 11 € le kilo, c'est économiquement pas viable. Mais les objectifs sont de 6 à 8 à terme, et comme 1 kilo d'hydrogène remplace 4 litres de gasoil, 3 kilos, ça devient tout à fait combatif. On va devoir y aller. Bertrand, ce que je vous propose... Ce que je voulais dire simplement, c'est que l'intérêt de faire le rétrofit des moteurs diesel actuels, on va accélérer de 10 à 15 ans la décarbonation, puisqu'on peut adresser les flottes existantes. Et si on ne les adresse pas, elles vont rester à polluer pendant 30 ans. Bertrand, ce qu'on va faire, Bertrand, quand vous êtes français, vous habitez dans quel coin? Parce que ce qu'on peut vous proposer, vous allez venir. Vous allez venir et puis on va se faire une émission un peu plus axée sur ça. Il faut y aller. Un grand plaisir. Hors antenne. Moi, j'habite dans le Loiret, près de Montargis. Alors, Bertrand, super. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous rappelle hors antenne. Moi, je vais être en relation avec Bertrand, je pense, pendant un petit moment. Mais on est en retard. Ça serait bien. Jean-Luc, stop. Stop. Jean-Luc, stop. Feu rouge. Feu très très rouge. Bon, Bertrand, je vous rappelle et puis on se prend rendez-vous et puis vous venez dans l'émission. Jean-Luc. Merci beaucoup. Bon week-end, c'était passionnant et moi j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau d'hydrogène, donc je serai la première élève à écouter ça avec beaucoup d'attention. Allez, j'en dis pas plus, on est en retard, pub et info. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec vous jusqu'à 13h. Il va être dans quelques instants question de pneus. Ouais. Comment filtrer les particules de pneus. Après, on ira à Moteur Passion à Avignon. Et puis ensuite, on se posera. On fera attention aux arnaques à la dépanneuse. Mais il faut faire vite. Ça y est, on fait vite. Non mais ça c'est important, surtout le dernier sujet sur les dépanneuses, qu'on a un ami Luc Le Baron qui est là, qui est un ami personnel d'ailleurs, qui est dépanneur. Il est venu pour vous dépanner aujourd'hui parce que Laurence a quelques soucis de fonctionnement ce matin. Mais pas
du tout. Mais je sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes très gai ce matin et c'est toujours hyper agréable à voir. Allez, donc le teasing c'est fait, maintenant les gagnants. Boum. Mais oui, puisque vous le saviez, on vous offre avec Sud Radio, partenaire du circuit Nogaro et des coupes de Pâques, des entrées pour aller vivre ces 3 jours. Ce sera donc le week-end prochain, le week-end de Pâques, bien évidemment. On va accueillir tout de suite Angèle au standard de Sud Radio. Salut Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour à tous les deux. Ravi. Les filles. Ça manquait de filles un peu ce matin. Voilà, je vous ai entendu tout à l'heure. Voilà, j'arrive. Ouais, bon, Angèle, vous avez personne pour y aller aux coupes de Pâques? Pardon, Comme vous avez gagné 2 places, est-ce que vous avez quelqu'un pour aller aux coupes de Pâques? Avec vous? C'est ballot. Moi, je suis pas très loin. L'ami Jean-Luc. Je suis pas très loin. Non, je connais du monde sur Nogaro, Aignan et les environs. Vous êtes dans les Landes, vous? Ah, je suis triste. Moi, je suis dans les Landes. Voilà. C'est parce que l'ami Jean-Luc, il voulait venir avec vous, c'est pour ça. Non, mais Angèle, c'est tellement mignon comme prénom en plus. Puis elle vous nous jolie voulez, Jean-Luc, c'est gentil. On peut s'arranger, on peut toujours s'arranger. Vous aimez la voiture ou vous aimez les courses alors? Alors pour tout vous dire, pas forcément fan, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, mais je sais pas si j'ai le temps parce que vous avez dit qu'il fallait être très vite. Je connais la date parce qu'en 1978, mes parents ont tout plaqué pour venir s'installer de Paris dans le Gers, à Aignan, et on entendait pourtant c'est à une vingtaine de kilomètres, je pense, Aignan, on entendait les courses de Pâques à la maison. Oui, donc je me suis dit c'est pas 2018, c'est 1968. Voilà, exactement. La question était en quelle année ont-elles été créées? 1968. Là, vous allez vous régaler. Vous avez entrée VIP pour les 3 jours. Vous allez être, mais vraiment, vous allez vous éclater. Ça va être un bon moment. Et je vais aussi féliciter Laurent de Bayonne et René de Saucé-les-Pins, qui eux aussi ont gagné une entrée pour 2 personnes pour ces coupes de Pâques. On vous embrasse fort, Angèle. Merci beaucoup, merci Sud Radio, merci On Parle Auto. Enfin bon, je suis fan. J'adore vous entendre et la bonne humeur fait tellement du bien que voilà. Eh ben, surtout ce matin, il en fallait. On vous embrasse fort, fort, fort et profitez bien. Puis vous nous enverrez un petit mail après les courses de Pâques pour nous raconter comment ça s'est passé, d'accord? Avec grand plaisir. On vous embrasse. Allez, tout de suite, bonne journée, parle bon week-end, au revoir. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. J'adore l'accent. L'accent, ouais. Bon, alors il y a, parce que ça aurait dû être un sujet aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine, la nouvelle norme Euro 7 qui a été décidée par l'Europe, ça y est, c'est entériné. Bon, c'est pas encore gravé dans le marbre, mais on sait où on va. Et les particules émises par les pneumatiques vont être prises en compte, mais il reste encore plein de questions. Et Michelin a décidé de répondre à ces questions en mettant au point un système pour analyser et filtrer les particules de pneus. Expliquez-nous tout, Cyril. Alors effectivement, donc la norme Euro 7, elle va calculer l'ensemble des particules qui sont émises par les pneus, donc ça c'est très bien et on se réjouit d'ailleurs de l'avancée d'Euro 7 dans ce domaine, qui va permettre de limiter les émissions de particules de pneus. Par contre, il y a une autre question qui est importante, c'est finalement parmi ces particules de pneus, lesquelles sont des particules qui sont fines et qui peuvent se retrouver dans la pollution de l'air. Et donc Michelin a mis au point un système de mesure qui permet de filtrer les particules qui sont émises par les pneus en les aspirant finalement à la sortie d'air de contact des pneus et de les trier par taille. Alors il y a un système qui est, pour qu'on comprenne bien, il y a un système qui est exactement, vous avez monté un aspirateur sur la voiture, vous aspirez de l'air à l'avant pour mesurer la pollution qui existait déjà dans l'air dans lequel la voiture circule, parce qu'il ne faut pas mesurer la globalité de l'air. Et puis vous avez un deuxième aspirateur derrière, je fais court, et vous allez comparer les deux et vous allez en déduire que les particules supplémentaires ont été émises par la voiture. Vous allez les trier, c'est comme ça que ça se passe, les identifier et vous allez dire il y a tant de particules de pneus, tant de particules de trucs, de machin et de bidules. Voilà, c'est ça. Donc on soustrait finalement la pollution qui est existante dans laquelle roule la voiture, puisque dans l'air, il y a effectivement des pollens, il y a déjà des particules en suspension qui proviennent des gaz d'échappement, des chauffages des villes, des choses comme ça. Donc on soustrait cette partie-là, et ensuite on passe par, comme des tamis finalement, on a une quinzaine de tamis qui permettent d'extraire les particules de pneus, et on va les trier par taille, entre les plus grosses qui sont 10 microns, dans ce qu'on appelle les particules fines qu'on peut retrouver dans la pollution de l'air, entre 10 microns jusqu'à 6 nanomètres, donc c'est extrêmement petit.
et on va pouvoir déterminer pour chaque niveau combien on a de particules de chaque taille. D'accord. Voilà. Alors moi, il y a un truc qui m'a sidéré en lisant le communiqué de presse de Michelin, c'est que vous expliquez, en gros, il y a une réglementation qui est mise en place par l'Europe pour mesurer ces particules de frein, mais vous nous expliquez que, en gros, on ne sait pas du tout, finalement, quelles sont ces particules, combien il y en a. C'est-à-dire, on met en place une réglementation sans savoir pour vraiment réglementer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est juste énorme, ça. C'est un peu... Alors effectivement, la réglementation elle est très bien parce que ça va être une première étape. Il faut l'imaginer comme ça. La première étape, c'est de déterminer la quantité de particules qui sont émises par les pneus. Et ça, pour pouvoir limiter la quantité totale émise par les pneus, faut enlever les pneus les plus mauvais du marché. Et ça, c'est ce que va faire Euro 7. Dès 2028, elle va éliminer les pneus qui émettent le plus de particules sur le marché. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape. Il fallait le but, quoi, parce que je comprenais pas le but, moi, au début. Je vais pas enlever les pneus de ma voiture, en fait. Non, en fait, si vous roulez sur les jantes, ça mettra... Par contre, j'aurai l'obligation, petit à petit, d'avoir des pneus qui polluent moins, en fait. Ça va être ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce sera la responsabilité des fabricants de pneus de mesurer leurs pneus sur un test qui est défini dans Euro 7. Et en fait, les pneus qui ne correspondent pas à cette norme, ils ne pourront pas être vendus sur le territoire européen. D'accord. Alors ça, voilà. ça arrange Michelin quelque part, puisque vous avez l'ADAC en Allemagne a fait des tests, et les pneus, on comprend bien là, même si on n'est pas un spécialiste, que moins le pneu s'use, moins il émet de particules. Donc les pneus en fait qui durent le plus longtemps sont ceux qui sont les moins émetteurs de particules. Exactement, c'est vraiment c'est un domaine dans lequel Michelin a mis en place l'expertise qu'on a sur les matériaux de très haute technologie pour pouvoir développer des nouveaux matériaux qu'on met dans nos pneus, mais depuis plus de 15 ans, qui permettent de limiter les émissions de particules. Et ça, l'ADAC l'a reconnu, effectivement, en mars 2029, ils ont fait un très gros test sur plus de 100 pneus différents. Et l'ADAC, en plus, on n'est pas forcément tout le temps en bon terme avec eux, et c'était eux qui disaient, regardez comment fait Michelin, puisqu'ils ont à la fois les meilleurs niveaux d'émissions, tout en ayant les meilleurs niveaux de sécurité des pneus. D'accord. Donc regardez comment fait Michelin. Le problème, Stéphane en parle d'ailleurs, c'est avec une échéance assez courte sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane dit, il faudra avoir des pneus adaptés et en plus contrôlés pour le passer au contrôle technique. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus compliqué de rouler en voiture quand même. Non, mais là vous travaillez, on en avait parlé déjà une fois précédente quand on était avec vous, Cyril, en plus de particules qui soient bio-assimilables. Donc en gros, ça ferait de l'engrais dans les champs, quoi, les particules de pneus. Oui, alors c'est vraiment un autre domaine. On vient d'ouvrir un laboratoire commun à Clermont-Ferrand avec le CNRS. Parce que là, c'est vraiment un domaine qui est l'interaction de plein de domaines scientifiques différents et qui est de comprendre, en fait, une fois que ces particules sont émises et finissent dans la nature, comment elles se dégradent. On sait qu'elles se dégradent relativement rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous roulez sur la route, vous n'avez pas des monticules de particules sur le bord des routes, parce qu'il faut imaginer que depuis 100 ans, on roule avec des pneus et donc on n'a pas ces monticules de particules sur le bord des routes, donc elles se dégradent rapidement. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est en quoi elles se dégradent. C'est-à-dire, finalement, quand les polymères de pneus sont relâchés, qu'est-ce qui se passe ? Et on a mis en place ce laboratoire qu'on vient d'inaugurer avec le CNRS à Clermont-Ferrand, qui s'appelle le BioDelab. Et le but de ce laboratoire, c'est de comprendre, finalement, une fois que le polymère est dégradé, soit par le soleil, l'eau, la pluie, les UV, qu'est-ce qu'il reste ? Et puis les enzymes et les bactéries qui sont aussi présentes dans les sols, qu'est-ce qui reste de ces polymères une fois qu'ils ont été dégradés par l'environnement ? Et une fois, ça va nous permettre ensuite de reformuler des polymères peut-être différents, si besoin, pour que ce qui va rester soit assimilable complètement par l'environnement. J'ai une question, moi, Cyril Roger, vous qui êtes directeur de l'innovation chez Michelin, et certains de vos concurrents, et peut-être même vous développez de plus en plus les pneus dits écologiques à base de matière végétale. Est-ce qu'on a les mêmes pollutions, les mêmes émissions quand c'est un pneu en matière végétale ? Alors ça résout pas forcément tous les problèmes parce que ce qui est végétal, c'est pas forcément bon pour la nature. Je vous donne un exemple, un champignon toxique, c'est végétal. Oui. Si vous le mangez, vous n'allez pas survivre longtemps. Non, mais là vous jouez avec les mots, Cyril, vous savez, tout ce qui est fait à base d'huile, de résine végétale, de pissenlit, tout ça en ce moment. Non, mais voilà. Donc, on travaille, nous, pour effectivement développer des nouveaux matériaux à base d'éléments effectivement biosourcés qui soient renouvelables, de façon à permettre d'avoir des nouveaux types de polymères demain qui seront renouvelables ou recyclés et qui vont travailler aussi dans le sens de ce que j'expliquais, ce qu'on fait avec le BioDelab, pour pouvoir avoir des matériaux complètement assimilables par la nature une fois qu'ils seront dégradés. D'accord. En tout cas, c'était. Alors, Cyril, surtout, vous ne raccrochez pas, vous restez avec nous parce qu'on a un auditeur qui
a une question. Il s'appelle Erwan, je crois qu'il habite en Bretagne et il a peur qu'il pleuve bientôt en Bretagne, mais ça n'arrive jamais, donc restez avec nous. Non. On reste ensemble, on fait une pause et puis on accueille Erwan et juste après, nous allons aller nous promener du côté d'Avignon pour le moteur Passion d'Avignon. Et évidemment, on parlera de cette grande arnaque. Attention à vous, les arnaques de dépannage, avec fier d'être dépanneur, notre ami Luc Le Baron qui nous a ramené des factures de dépannage d'escrocs. Je peux vous dire que ça fait mal et je vous dirai pas où. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Voilà, à 12h19, j'essayais de parler mais ça marchait pas. Je sais pas ce qui se passe ce matin. 12h19, on va accueillir Erwan qui a une question à poser. Et vous, si vous nous rejoignez à l'instant à écouter On parle auto, nous étions il y a de cela quelques instants avec Cyril Roger qui est expert innovation chez Michelin, que l'on garde. Qu'on garde avec nous. Parce qu'Erwan a une question à poser. Salut Erwan. Bonjour Erwan. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous êtes dans une grotte en Bretagne ou quoi là? Je suis en plein vent là, en Bretagne. Ah oui, ça s'entend. Il y a du vent en Bretagne, ah bon? Oui, aujourd'hui, oui. Vous êtes où en Bretagne, Erwan? Alors moi, c'est Bretagne Sud, le fin fond du Morbihan, vers la Roche-Bernard. D'accord. Moi, j'étais à la Roche-Bernard il y a une semaine. Eh ben pour la BM. Non, voilà, je rigole. Exactement. Et alors moi, je connais bien Guerre, Ploermel, Lagacilly, et j'embrasse Sylvain. D'accord. Voilà. Bon, quand vous aurez fini de parler de vos vacances, on écoutera Non, c'était pas mes vacances. Mon fils s'appelle Ronan, donc c'est mon histoire de famille. Bonjour Erwan. Alors, vous écoutez Erwan. Eh bien, comme ils annoncent de la pluie la semaine prochaine encore, là. Enfin, comme d'habitude. En Bretagne? Oui, c'est possible. Et que j'ai des pneus à changer prochainement. Ouais. Et qui fait quasiment jamais moins de 7 degrés chez nous. C'est vrai. Ouais. Je me demandais qu'est-ce qui est le mieux sous la pluie. Est-ce que c'est les 4 saisons ou est-ce que c'est les pneus été? Ah, bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Merci, on va demander, alors ça dépend évidemment des marques de pneus, j'imagine, mais on va demander à Cyril, chez Michelin par exemple. Cyril, il faudrait prendre plutôt quoi pour rouler en Bretagne? Alors pour la pluie, moi je conseillerais un Primacy 4+, si vous êtes un Michelin Primacy 4+, si vous êtes en plus dans une zone où vous avez, c'est vrai que moi je connais bien le Morbihan parce que j'ai toute ma famille dans le coin, du côté de Vannes. Alors Brait's Power, voilà. Voilà, la Brest Connection. Voilà, moi je suis plutôt du Club Ferré, mais j'ai ma famille dans le Morbihan. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait on a des pneus effectivement qui sont des pneus été qui sont très très performants sous la pluie, comme le Michelin Primacy 4+. Tout dépend de l'usage en fait. Si vous voulez vraiment plus d'adhérence, vous pouvez prendre un Michelin Primacy 4+. Si vous voulez prendre un pneu qui a un peu plus aussi une tendance, respect de l'environnement, vous avez le Michelin e-Primacy, qui est aussi très très performant sous la pluie, mais qui apporte une performance en réduction de consommation de carburant ou d'autonomie pour les véhicules électriques. Alors Cyril, il y a peut-être quelque chose à préciser dans le cas d'Erwan, c'est que il a un RAV4 hybride, c'est ça Erwan, 4x4. Oui, c'est ça, oui. Et vous êtes vétérinaire rural, ça veut dire que vous êtes sans doute amené à circuler en dehors du bitume. Un peu partout, oui. D'accord, donc dans la boue parfois. Parfois, oui. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que le Cross Climate, c'est pas forcément un pneu qu'on attend pour faire du off-road, mais c'est un pneu qui est aussi performant du fait de sa sculpture dans des terrains un peu plus meubles. Donc même si c'est un pneu qui est toute saison, c'est un pneu été qui est homologué pour l'hiver. En plus, il permettra à Erwan, s'il veut aller au ski, on sait jamais. Il y a avec la réglementation loi montagne, il y a l'obligation maintenant pendant l'hiver d'avoir des pneus qui sont marqués 3 PMSF. Donc qui répondent à la loi montagne pendant l'hiver, ça lui permettra de monter sans avoir à changer ses pneus directement la montagne. Cyril, il y a autre chose, c'est quand vous avez vu la semaine qu'on vient de passer, on est passé de 20 degrés sur la région parisienne, 24 à Perpignan, aujourd'hui on est à 7 degrés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des changements de température, autant prendre du 4 saisons. Si je mets à la place d'Erwan, je sais toujours pas ce qu'il faut que je prenne comme pneu. Du 4 saisons, c'est du Primacy. Alors, non mais moi je vais lui conseiller que si effectivement il roule qu'en Bretagne sans
se déplacer hors de Bretagne. Un Primacy 4+, c'est un très très bon pneu, très performant sur le mouillé. Donc là, il n'y aura pas de souci du tout, avec un pneu qui a une excellente longévité, donc qui va lui durer longtemps en plus. Voilà. S'il veut faire des économies de carburant, tout dépend de l'usage en fait. S'il veut faire des économies de carburant, parce qu'il roule beaucoup, un e-Primacy va être plutôt adapté à son usage. Ça coûte combien ça ? Alors vous savez que c'est toujours la question qu'on nous pose, mais c'est pas les manufacturiers qui font les prix, On ne détermine pas les prix des pneus en fait. C'est les revendeurs qui déterminent les prix des pneus. Ouais. D'accord. Bon, on va espérer. Erwan, c'est un véhicule que vous utilisez professionnellement, celui-là ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le RAV4, c'est la voiture de ma femme. Ah. Donc elle va pas dans les champs avec et tout. Moi, pour aller dans les champs, j'ai une Tesla Y. Ah ouais. Mais une Tesla Y 4x4 quand même, non ? Enfin, 4 roues motrices, oui, quand même. Ah non, mais vous auriez vu la tête de Jean-Luc. Et là, les 4 saisons, je pense que ça n'existe pas pour l'instant, quoi. Non, mais là, je vous conseillerais un Michelin e-Primacy si vous avez la dimension, qui va vous permettre en plus d'optimiser l'autonomie du véhicule électrique. Donc entre deux recharges, c'est toujours appréciable de profiter de quelques kilomètres. On peut, suivant les comparaisons avec le pneu de base, mais on peut bénéficier de 20-30 km supplémentaires avec un Michelin e-Primacy. En tout cas, merci beaucoup Cyril Roger, vous avez été clair, précis. Merci. Et merci Erwan. Et c'est dommage, il est un peu loin en Bretagne, sinon je lui aurais demandé de vous examiner. Parce que depuis ce matin, Laurence, il y a un truc qui ne va pas. Mais comme il était vétérinaire, c'était l'occasion. Oh, mais ça va pas bien. Non, mais dites donc, l'ami Jean-Luc, moi, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent d'appeler le standard ou de faire une réaction sur la page Facebook de Sud Radio. C'est vous qui Erwan, excité ce matin. Il faudra qu'on vous reprenne un moment, parce que si vous roulez pour votre boulot en Tesla Y, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez ça au quotidien. Non, sérieux. Bon, ça, on fera ça une autre fois. Je vous rappellerai. On vous embrasse, les garçons. Passez un très bon week-end. Cyril Roger, expert innovation chez Michelin, et Erwan qui était notre auditeur pour la question. Dans quelques instants, on part à Avignon et puis juste après, attention, gare aux arnaques à la dépanneuse. On en parle avec Luc Le Baron qui est vice-président de la branche dépannage de Mobiliance. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Les Classic Cars, bien sûr. Restez avec nous, parce qu'il y a une grosse arnaque au dépannage en ce moment, donc on va en parler en détail puisqu'on parle vrai sur Sud Radio. Mais tout de suite, on part du côté d'Avignon. On est avec Camille Bourges, qui est organisateur du Motor Passion Avignon. Bonjour Camille. Bonjour. Bon, on vous entend assez loin, mais déjà, est-ce qu'il y a du monde, à ce Motor Passion ? Oui, il y a énormément de monde. Déjà, hier, l'affluence était plus importante que l'an dernier. Voilà. Waouh, trop bien. Donc c'est du 22 au 24, c'est jusqu'à demain soir. C'est au Parc des Expos d'Avignon, sur 50 000 mètres carrés d'exposition. Et il y a des belles choses à voir. Alors déjà, il y a un petit anniversaire à fêter, parce que on avait parlé à l'occasion de Rétromobile des 100 ans de l'autodrome de Montlhéry, mais figurez-vous que c'est pas le premier autodrome français. Le premier autodrome français, il est chez vous. Voilà, il est tout à fait en Provence, au centre, au cœur même de la Provence. C'est l'autodrome de Miramas et il a été inauguré quelques mois avant Montlhéry par le pilote Pablo, qui était un grand personnage et qui, avec l'appui de l'Automobile Club de Marseille, ont créé le circuit de Miramas, l'autodrome, avec beaucoup d'élégance. Et donc, ce circuit a été inauguré en juin 2024. Voilà. Alors, en juin 2024. En juin 1924. On vous a perdu, Camille. Maintenant, il est utilisé par BMW. C'est une piste d'essai. Moi, j'ai beaucoup roulé à Miramas à une époque quand BMW faisait des essais dans le sud. Souvent, on allait rouler sur ce circuit. Alors, vous exposez. Évidemment, on vient pas pour voir le circuit. Il n'est pas exposé à Avignon, mais il y a une voiture. Vous allez me dire si j'ai raison. Il y a une Simca Ariane qui est exposée, qui a battu un record à Miramas.
Voilà, exactement. En fait, l'un des premiers records de grande vitesse à Miramas avait été une voiture spécifique qui s'appelait la Gelmo, qui avait battu en 1924 déjà un record à plus de 258 km/h, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Et aujourd'hui, nous présentons une Simca Ariane 4 qui a, elle, fait le record de kilomètres. Elle a battu le record des 200 000 km. Voilà, c'était dans les années 50. Ça a été un des derniers records sur le circuit. Ouais, 100 km/h de moyenne, 200 000 km sans panne. Ça arrange pas les dépanneurs. Hein, mais bon. Il y a aussi d'autres voitures, puisqu'on parle de circuit, il y a d'autres voitures de compétition, une exposition. Alors moi, j'adore ces véhicules-là parce que je me dis que ceux qui roulaient dessus à l'époque étaient complètement dingues. C'est les voitures de course d'avant-guerre avec des moteurs monstrueux, souvent pas de frein à l'avant, des châssis très approximatifs et des engins qui roulaient à des vitesses complètement folles. Des véhicules qui, voilà, ce sont un peu les dinosaures de l'automobile de course. Ce sont des véhicules relativement frêles, mais avec de très très gros moteurs qui atteignent jusqu'à 13 litres et qui sont montés sur de très grandes roues de près d'1 mètre de haut. Mais il n'y a pas d'arceau de sécurité, il n'y a aucune protection. Simplement, les pilotes à l'époque avaient un foulard pour se protéger de la poussière et une paire de lunettes pour éviter de prendre des gravillons dans la figure. Voilà. Camille, et donc, oui. Excusez-moi, je vous embête 2 secondes. Vous avez une radio d'allumée à côté de vous ? Absolument pas, mais... Vous avez un haut-parleur ? Ça résonne. C'est comme si, ouais. Attendez, je vais essayer de prenez le téléphone à l'oreille déjà. Ouais, déjà, parce que là, vous avez peut-être vos... Il y a peut-être le haut-parleur. Vous êtes en haut-parleur ? Non, absolument pas. On vous entend un petit peu mieux quand même. Vous m'entendez bien ? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme monstre là de course d'exposé ? Nous avons une Gobran-Brillet qui est un monstre de 13 litres. Nous avons une De Dietrich Bugatti 1903. Nous avons une Rocher Schneider. Nous avons une énorme Berlier de course. Nous avons une Vermorel. Enfin voilà, ce sont des engins un peu foufou du reste que nous sommes découvrir au public. Il y a plein d'expositions. Alors la De Dietrich Bugatti, parce que là pour le coup c'est une voiture que je connais bien parce que je l'ai vue. C'est des répliques qui ont été refaites, mais à l'origine, c'est la famille De Dietrich qui a amené Ettore Bugatti en France pour concevoir des voitures pour le compte de Dietrich. Qu'on trouve dans les cuisines ? Oui, De Dietrich qu'on trouvait dans les cuisines, qui est la plus vieille entreprise française qui a été labellisée par le roi. C'était en 1700 et des brouettes, je connais plus la date exactement. On peut parler des expos parce qu'il n'y a pas que la voiture, il y a la moto aussi. Oui, non, mais il y a une expo Lancia qui est sur les Lancia de rallye, c'est incroyable. Voilà, il y a une très très belle exposition de Lancia de rallye avec la plus ancienne est une B20 qui nous a été mise à disposition par le patrimoine Michelin. Ensuite, nous avons une fameuse HF, nous avons également les Lancia intégrales, nous avons la Stratos, nous avons la 037, enfin les voitures qui ont battu tous les championnats du monde dans les années 80. Donc voilà, là les visiteurs sont éblouis de voir ces belles voitures avec leur parement comme à l'époque. Voilà. Souvent beaucoup Martini, c'est vrai que... exactement, nous avons Martini à l'Italien, en fait toutes ces belles voitures Camille, sont exposées là. Il y a aussi une très belle exposition sur les femmes pilotes et on va conclure avec ça. Tout parce à fait, voilà. Il y a des femmes exposées alors. Nous avons mis une très belle exposition de photos et de documents qui sont liés qui font un retour vers les dames qui ont eu la chance d'être pilotes à l'époque et de courir sur de très très belles voitures. Ça va de Elisabeth Junek qui par exemple était sur Bugatti dans les années 20 jusqu'à Michel Mouton et autres. Voilà. Bon, en tout cas voilà, ça coûte combien? On n'en a pas parlé, l'expo. 13 € l'entrée générale et vous avez tout à voir, des motos, des tracteurs, des bateaux, des véhicules militaires, il y a absolument de tout. Super. Et même beaucoup d'animations. Voilà. Très bien, merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Camille et puis une excellente journée. L'année prochaine, parce que de toute façon on vous fait aussi, à chaque fois on parle de Moteur Passion. On a Dominique S qui habite pas loin qui dit il faut pas louper. Moteur Passion à Avignon, c'est donc ce week-end, profitez-en. Allez, à suivre, on va vous parler de cette arnaque à la dépanneuse, on va tout vous expliquer. Waze n'y est pour rien, mais dès qu'il y a un véhicule qui est annoncé comme étant en panne, vous avez de faux dépanneurs ou en tout cas des escrocs du dépannage qui arrivent. On vous explique tout ça avec Luc Le Baron, qui est entre autres dépanneur, bien sûr, mais vice-président de la branche dépannage de Mobiliance. À tout de suite.
Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un dépanneur? Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'un dépanneur parce que vous êtes tombé en panne? Moi, ça m'est arrivé, en plus avec un moteur 1,2 litre. Ouais. Voilà. Alors, on va planter le décor, Laurence. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que ce qui va se passer va tous nous concernés. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a eu affaire à un dépannage. Et on va maintenant planter le décor parce qu'on est avec Luc Le Baron, je voudrais présenter. Je vais être très honnête avec vous, c'est aussi un ami. Voilà. Et Luc est dépanneur, garagiste, et il est vice-président de la branche dépannage de Mobiliance. Voilà. Donc on plante le décor. C'est une nuit sans lune. Vous êtes au volant de votre 3008, 1 litre de PureTech, et d'un coup, plus rien. Plus un bruit sous le capot, les phares s'éteignent, la voiture s'éteint, vous êtes au bord de la route. Ça fait rouge. Vous appelez tout de suite votre assistance de dépannage. Ouais. On vous dit, pas de problème monsieur, on s'occupe de tout. Et moins de 10 minutes après, la dépanneuse salvatrice arrive. Sauf que... Et là, vous avez un type joyeux qui vous dit, écoutez, bonjour, je suis envoyé par, c'est moi les secours. En gros, c'est ça. Vous montez sur la dépanneuse et le cauchemar commence. Parce que vous pensiez que le cauchemar c'était avant, mais non, il démarre au moment où on monte le véhicule sur la dépanneuse. Luc, racontez-nous exactement ce qui se passe. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle d'arnaque à la dépanneuse en ce moment? Le problème, c'est que, en fait, nous, quand on intervient, en fait, on est appelé par ou la police, ou la gendarmerie, la police, enfin ce qui gère les routes à ce moment-là, ou l'assistance du client, selon son assurance, etc. Et malheureusement, entre le moment où le client tombe en panne, qu'il appelle son assistance, que l'assistance appelle nous, le dépanneur, le vrai dépanneur, que le vrai dépanneur retrouve les clés du camion, je sais pas où il les a mis. Mais non, mais en fait, il y a des dépanneurs qui surveillent tous les véhicules en panne ou les alertes sur Waze ou sur les applications diverses et variées. Et en fait, ils arrivent et ils sont postés à certains endroits stratégiques. Et dès qu'ils voient ça, ils arrivent. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avant le dépanneur qui a été mandaté par l'assurance ou appelé par la gendarmerie. Ces problèmes-là, on les retrouve quand ils arrivent avant nous. En fait, bien souvent. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'arnaque, elle est après. Bah oui. Parce que ça peut être de vrais dépanneurs, mais là pour le coup, c'est des vrais dépanneurs. On est d'accord, c'est des vrais dépanneurs. Dans la base, c'est des vrais dépanneurs, mais en fait, ils interviennent de leur propre chef. Ils n'ont pas été mandatés. En concurrence déloyale, en se prétendant à venir de la part de la police ou de l'assistance. Et puis, une fois, ils savent que l'assistance va payer. Donc, en fait, aux clients, ils lui disent, moi, je viens de la part de l'assistance. Et puis, quand ils appellent l'assistance, ils disent, moi, j'ai été missionné par la police, puisque la voie est une voie concédée, ce qui est régulièrement pas vrai. Oui, mais alors ça veut dire, elle est où l'arnaque? Parce que s'il me dépanne, moi, à la limite, elle est où l'arnaque? Elle est que après, le propriétaire de la voiture ne maîtrise pas les tarifs, ne maîtrise pas. En fait, nous, dépanneurs, on est sujet à des normes spécifiques. On va être sujet au code de la route, on va être sujet à certaines certifications, à des délégations de services publics pour intervenir sur une voie rapide. On va. Il y a des tarifs qui sont encadrés aussi sur certains types de voies. C'est quoi d'ailleurs, Luc, pour qu'on comprenne bien après l'ampleur de l'arnaque? Aujourd'hui, ça coûte combien un dépannage? Alors, on va prendre plusieurs cas de figure. Sur autoroute. Alors là, sur autoroute, n'importe qui peut pas intervenir. Sur autoroute de jour, on est à 144 €, je crois, TTC. D'accord. TTC, tout compris. Tout compris. J'arrive, je prends la voiture, je la mets sur mon plateau, je sors de l'autoroute. Je sors de l'autoroute. Okay. Après, il y a des kilomètres qui peuvent s'ajouter si on va plus loin. Mais je suis sur une nationale maintenant, ou une départementale. Une nationale qui n'est pas concédée, en fait, c'est le tarif du dépanneur. D'accord. Mais globalement, les tarifs, c'est quoi? C'est à peu près pareil que sur un petit peu moins cher que sur autoroute? Ouais, dans des zones d'une quinzaine de kilomètres, 20 kilomètres, on est dans les 150 €. D'accord. Parce que là, on a, l'ami Jean-Luc, des factures sous les yeux. Alors écoutez bien, vous qui écoutez Sud Radio, on a par exemple jour de gardiennage 765 €, jour de gardiennage 1845 €. On est sur 456 € de forfait remorquage. Elle est là l'arnaque en fait, c'est qu'on vous vole. C'est ça, c'est qu'en fait, une fois que ces dépanneurs-là récupèrent la voiture et la ramènent chez eux,
Et puis une fois qu'elle est chez eux, en fait, ils essayent de la réparer, ils essayent de voir si le client veut bien se laisser faire pour la réparer. Et si tu veux pas la réparer, de toute façon ils la rendent pas, puisque en fait la voiture elle est chez eux. Donc en fait ils la rendent que quand ils ont. Donc on est un peu otage du dépanneur. Exactement. À partir du moment où il a mis votre voiture sur son camion de dépannage, vous êtes son otage. Vous êtes son otage. Et en fait ça fait que les assistances, au lieu de payer une somme de justement ce qu'on disait dans les 130, 150 euros, ils vont payer des sommes comme ça de 700 balles. Parce que nous normalement on n'a pas à payer quand c'est notre assistance qui nous fait nous dépanner. De l'assurance que vous avez. La mienne elle me fait pas payer. Ouais. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois il y a des assurances qui ont des plafonds. Donc il y a des plafonds, il y a certaines assurances qui ont 180 euros de plafond, 200 euros de plafond. S'il y a des factures comme ça de 700 euros... Alors on va servir, pour le coup, on va être encore plus utile que d'habitude. C'est quoi le message qu'il faut donner à tous ceux qui tombent en panne? Si c'est pas votre assistance qui vous l'envoie, vous ne prenez pas le dépanneur. Non, moi ce que je conseillerais aux gens, c'est que quand ils tombent en panne, alors sur l'autoroute, ils vont être obligés d'appeler à la borne, ils vont tomber sur les services de police, de gendarmerie, les CRS, etc. C'est de leur demander quel est le nom du dépanneur qui intervient. Comme ça fait déjà une sécurité. Le gars, il arrive, vous êtes quelle société? Je suis Tartampion. Bon, c'est pas celui que la police m'a donné. Donc là, à ce moment-là, faut commencer à se méfier et rappeler. Et les assistances, pareil. Les assistances, moi, je rappelle tout de suite le client en lui disant, voilà, moi, je viens d'être missionné, je suis le dépanneur de votre assistance. Je suis le garage Le Baron pour moi, et voilà, ne vous faites pas emmener par un autre dépanneur. J'ai une dépanneuse de tel type, etc. qui arrive, ne vous faites pas emmener. Alors ils arrivent bien quand même à embrouiller le client quand même en lui disant mais monsieur vous allez pas payer, mais si, mais ça. Donc le client il a un peu le stress, il est en panne, il est sur le bord de la route, il y a des voitures qui lui passent à 2 cm. C'est compliqué quoi. Regarde la somme. La facture 3000 euros là. 3100 euros. Un dépannage. Et en fait les factures, quand on regarde bien les factures ils sont faites un peu n'importe comment. Il y a des frais. Il y a des frais hallucinants en plus. Juste le treuillage, 70 euros. Ça veut dire. C'est un truc de fou. Alors tout est marqué là sur celle-ci. Un remorquage voie rapide, ok. Treuillage, manutention, majoration de week-end, lavage plateau. C'est-à-dire il vous fait payer le lavage de son plateau. Là vous avez une facture où la dame elle a signé sous la contrainte, elle le met. Oui, j'ai une facture où là la dame a marqué facture réglée sous la contrainte. Je ne suis pas d'accord avec les montants indiqués. Les frais d'expertise et de gardiennage ne m'ont jamais été notifiés, ni par écrit, ni par mail. Wow. Et elle a signé. Bon, elle est obligée de payer, elle est obligée. Il y en a pour récupérer son véhicule. Faut signaler qu'on ne peut pas récupérer son véhicule tant qu'on n'a pas payé. Après, on peut intenter une action contre le dépanneur, mais avant, il faut payer. On est obligé. On est obligé de payer. Ouais. Alors, la Mobiliance, puisque là, vous êtes bien sûr garagiste, dépanneur, Luc Le Baron et un super bonhomme, je le dis encore. Mais du coup, vous représentez la branche dépannage de Mobiliance. Donc, Mobiliance, c'est un grand syndicat des métiers de l'automobile, des professionnels de l'automobile. Du coup, vous êtes d'abord sur Sud Radio pour réagir et prévenir le maximum de gens. Ouais. Et quelle va être la suite? On est en train d'essayer de travailler avec tous les services de la DRIETS, les services de police, les assistances, etc. Puisque les assistances sont avec nous, puisque bien souvent, ils nous appellent pour nous dire est-ce que cette route-là est concédée ou pas, est-ce que ce dépanneur-là est agréé là-dessus, enfin, etc. Donc on arrive à trouver. Puis les assistances, ça leur coûte un fric phénoménal. Ouais, c'est clair. Donc du coup, on essaye de faire là avec Mobiliance, d'organiser une réunion là on va essayer d'organiser ça le plus rapidement possible, puisqu'il y a en plus là, il y a les JO qui arrivent, donc ça va amener la fête du slip là. Voilà, ça va amener des gens complémentaires, enfin des étrangers, des trucs comme ça, etc. Donc ça va être un peu. Et après il va dire que c'est moi. Non mais comme dirait Jean-Luc, c'est vrai que ça va être la foire du slip. Parce que l'idée quand même, c'est que ce sont de vrais garages. Oui, tout à fait. Ce sont des vrais garages, c'est-à-dire que c'est dans le propre métier qu'il y a des escrocs, quoi. Après, c'est des vrais garages, mais c'est un petit peu quand même là. C'est des escrocs, mais au siècle dernier, on disait des margoulins. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais. Alors là, on est en train d'essayer de se battre pour ça, pour essayer de. Moi, j'ai une collègue là qui travaille sur l'autoroute A6, ça s'est fait voler 30 voitures. Le mois dernier, quoi. Enfin, en un week-end. Alors vous dites voler, vous. En fait, c'est parce qu'ils arrivent avant. Quoi. Oui, parce et la police peut pas faire trop grand chose pour l'instant parce que en fait c'est un petit peu opaque. Il y a un arrêté qui doit normalement. Qu'il faudrait qu'on arrive à changer, c'est ce qu'on essaye avec Mobiliance de faire changer. Cet arrêté. Il n'y a pas des fois où la vraie dépanneuse, entre guillemets, arrive en même temps que la fausse. Bah si. Ça arrive. Bah si. Et ça tape. Ça arrive. Et puis là, j'ai un collègue qui s'est fait taper parce que en se sauvant, la dépanneuse pirate a tapé dans son plateau. Enfin, ça tape. Et puis c'est barré. C'est fou. Et puis il peut y avoir des bagarres parce que le vrai dépanneur qui va arriver.
il s'est pas s'expliquer avec l'autre. Enfin bon, c'est des histoires. Il y a des gros problèmes de sécurité aussi. Donc méfiance. Donc on demande systématiquement ou à la gendarmerie ou à force de police le nom du dépanneur ou à son assistance d'assurance le nom du dépanneur. C'est ça. Voilà. Et puis je voudrais dire que là il y a la direction de la générale de la concurrence et de la consommation et la répression des fraudes a mis en place un truc sur internet qui s'appelle signalconso.gouv. D'accord. Il faut pas hésiter si les gens se font arnaquer comme ça, etc. Il faut pas hésiter à aller mettre un avis et un signalement, puisque c'est ça qui va faire peut-être bouger si ça se répète et si les gens se manifestent, ça va risque peut-être. Le baron dépanneur, vice-président de la branche dépannage de Mobiliance, qui était avec nous pour alerter, parce que avant que Luc m'appelle, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Alors moi, je ne connais pas de dépanneur parce que je roule en Lexus. Moi, c'est un ami, monsieur. Voilà. Moi, j'ai des amis dans le monde du dépannage aussi. Non, mais j'ai plein de vieilles bagnoles, donc malheureusement, je connais des dépanneurs. Vice-président de la branche dépannage de Mobiliance, merci beaucoup. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne, sur Waze ou sur tous les GPS. Hop, et notifier une voiture en panne, boum, ils arrivent, ils passent devant tout le monde et ils vous font payer 3 000 €, voire... c'est vraiment l'enfer. Soyez prudents et merci beaucoup, monsieur le baron. Merci à vous. Allez, tout de suite, on va accueillir Romain. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, vous cherchez une voiture, vous? Exactement. On vous écoute. En remplacement voilà. En gros, j'ai un Kia Sportage là en PHEV, en location qui se termine fin d'année 2024. D'accord. Et du coup, voilà, je me posais la question pour remplacer ce véhicule. Est-ce qu'un hybride rechargeable, est-ce qu'un véhicule thermique ferait l'affaire? Bon, qu'est-ce que vous faites comme type de parcours? Parce que c'est ça, plus que de dire qu'est-ce que je dois prendre, c'est qu'est-ce qui correspond à mon usage. C'est plus ça la question. C'est exactement ma question finalement. Du coup, moi, c'est plutôt du mix. C'est très très peu de villes, campagne et autoroute. D'accord, campagne et autoroute. Vous faites combien de kilomètres par an? 15 000. D'accord. 60 par jour. Ouais. Vous étiez satisfait de votre Sportage ou pas? Alors sur l'autonomie, moi ça me correspond, j'arrive à 55 km par jour si je recharge tous les jours. Après, le seul problème de l'hybride rechargeable, je trouve, c'est que dès qu'on part en week-end, en vacances, c'est le but, quoi. Dès que la batterie est vide, je consomme 10-12 litres au 100, quoi. À 10-12 litres, vous avez le pied un peu lourd quand même. Oui, c'est pas fou. Oui, c'est vrai. Ah non, 10-12 litres, normalement vous devriez être à quoi? 7-8 litres. Donc 10-12 litres, je vous conseille, enlevez les chaussures en plomb que vous avez, déjà vous allez gagner un peu. Et vous me mettiez dans votre message que vous êtes assez attiré par les BMW. Oui, c'est vrai. Alors plutôt la 320e, 330e, j'ai commencé à regarder et peut-être en thermique du coup la 420i, grand coupé. D'accord. Vous transportez, vous me dites on part en vacances, mais vous transportez beaucoup de choses parce que le problème du grand coupé, elle est jolie cette voiture. Mais alors, il y a un peu moins de place à l'arrière, surtout la garde au toit. Non, elle est très belle. Franchement, c'est une très très belle voiture. Il y a moins de garde au toit derrière et puis le coffre est pas gigantesque non plus. Et puis si vous aviez un SUV avec la possibilité de mettre une armoire normande à l'arrière quand on bascule les sièges, là vous l'aurez plus. Donc c'est peut-être un peu moins polyvalent. Après, dans les séries 3 BMW, il n'y a pas des grands coffres dans les séries 3. Et même dans les breaks. Alors voilà, ce que j'allais vous dire. Même dans le break, le coffre d'une 330e, parce que vous étiez en hybride rechargeable, il fait 410 litres. Alors l'avantage de l'hybride rechargeable BMW, c'est pas que vous ferez plus de kilomètres qu'avec votre Kia Sportage, parce que vous en ferez même un peu moins. Parce que même avec une batterie qui fait 12 kWh, vous allez faire, on va dire, au mieux 45 km en électrique. Dans la réalité, c'est plus près de 35. Les consommations, quand vous êtes un sauvage, vous, pour consommer 10-12 litres. Ah ouais. Non mais là, vous aurez plus de chevaux au total, donc peut-être que... Parce que ça fait quand même 292 chevaux le bazar, donc vous serez peut-être moins tenté d'écraser la pédale, mais c'est des consos aux alentours de 8 litres. Ce que moi je fais avec cette voiture-là, c'est aux alentours de 8 litres quand la batterie est vide. C'est très sympa à conduire, c'est très sympa, c'est fiable. Voilà, c'est pour moi les deux points essentiels, c'est ça. Mais toutes les séries 3 qu'on évoque, là, tout ce que vous avez évoqué, les dernières générations, il n'y a pas de souci de fiabilité. Donc vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Même une 320e, alors après c'est le budget qui va compter. Parce qu'une 320e ou une 330i, ça marche bien. La 330i,
Elle consommera moins d'ailleurs. Alors, elles sont toutes disponibles en break. C'est avantage. Vous faites votre marché. Ça sera une occasion, hein. Oui, bien sûr. Ouais, vous faites votre marché sur les sites habituels. Il y a des offres, c'est pas gigantesque, hein, mais au moins vous prenez, vous pouvez choisir un break. Ensuite, les motorisations, vous allez voir que les différences de prix sont pas monstrueuses. Alors, est-ce que le plaisir de conduire, on va pas évoquer, parce que vous m'avez dit que vous aviez le pied un peu lourd, mais vous aimez conduire? J'aime conduire, oui. Ouais, donc on irait plus vers les modèles un peu plus puissants. Donc ça sera ou 330e ou 330i. 330, voilà, ouais. 330 pour le côté un peu plus écolo entre guillemets. Si vous rechargez la voiture, vous aurez des consommations raisonnables. Quand vous partirez en vacances, vous mettrez une cale sous la pédale pour éviter de consommer trop. Okay. Ouais, ça serait mon choix parce que c'est une voiture très agréable à conduire. Et si vous avez peur de vraiment pas arriver à vous maîtriser, une 330i, ça consomme moins qu'une 330e quand la batterie est vide. Oui, bien sûr. Oui. Après, il y a le malus. Après, sur une occasion récente, il n'y aura pas de malus. Mais non. Et vous avez un coffre un tout petit peu plus grand, puisque vous n'avez pas les batteries derrière. Vous avez un coffre de 500 litres, il fait 410 litres sur la 330e. Donc, je ne sais pas si vous transportez beaucoup de choses derrière. Non, ça ira largement, oui. Bon, c'est quoi votre budget? Pardon? C'est quoi votre budget? Bon, entre 45 et 50. Ah oui, mais ça passe. Non, mais ça passe. Une 330, c'est franchement bien, hein. En plus, si vous la prenez en X-Drive, c'est en 4 roues motrices. Non, c'est bien. Hein. Ouais. Bon, voilà. Moi, ça serait plutôt ça. D'accord. Donc en fait, ma question, finalement, ma dernière question, si je peux, c'est que c'est vrai que moi, sur la Kia Sportage que j'ai, dès que le moteur thermique se met en route, finalement, c'est que sur des accélérations un peu fortes entre guillemets. Et quand j'ai plus de batterie, mais globalement, elle se déclenche le moteur thermique peut-être 1 ou 2 minutes par jour. Et je me dis qu'à terme, je sais pas si c'est bon que le moteur thermique ne tourne si peu. Oui, c'est bien de temps en temps de faire effectivement rouler, mais si vous avez un hybride rechargeable, de toute façon ça se met en route. Vous me dites, je fais de temps en temps des parcours un peu plus longs. Votre moteur essence, il se met en... Oui, non, mais ça suffit. Ça suffit. D'accord. Ça suffit. Il n'a pas besoin de tourner tous les jours. D'accord. Là, vous aurez le moteur électrique qui fait 109 chevaux sur la BM, donc ça suffit déjà. Quand la batterie est chargée, vous allez rouler que en électrique. Hein. Il se mettra pratiquement jamais en route, le moteur thermique. Bon, sauf quand vous aurez votre godasse de plomb qui écrasera la pédale. Bon, voilà, Romain. Tout le temps, hein. En tout cas, vous avez, vous avez toutes vos infos. Si vous aimez conduire, vous allez plus vous amuser qu'avec le Sportage. Hein. Ouais, c'est clair. Okay. Oui. On vous embrasse. Il n'y a pas photo. Hein. Bon week-end, Romain. Merci beaucoup. Merci, Romain. Excusez-moi, je reprends la montre. Toujours. On vous embrasse fort. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Et on se voit la semaine prochaine pour 3 heures d'émission, parce que je crois que c'est la seule solution pour arriver à tout dire. Ouais. Et encore. D'ici qu'il nous laisse toute la semaine. Non, je Et d'ici là, ne tombez pas en panne. Et si vous tombez en panne, attention aux arnaques, au dépannage. Allez, la suite des programmes évidemment sur Sud Radio avec Invino et l'ami Alain Marty. Et cet après-midi, retour du top 14 dans l'émission Sud Radio Rugby avec 2 gros matchs. Toulon-Montpellier à 15h et Bayonne-La Rochelle à 21h. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr